Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. En descendant Wesley Drive, Mike Morrison jeta un coup d'œil aux 11 maisons qui allaient du coin de la rue jusqu'à la sienne. Il en avait charpenté 8, tandis que les 3 autres avaient été construits par John Pierry, un entrepreneur local. Il y avait une rivalité amicale entre Pierry Construction et Curtis Construction ANC, l'entreprise où travaillait Mike. Une fois, quand John était à court de béton, l'équipe de Curtis l'avait aidé à terminer le chantier. Bien sûr, on sait que le coin sud-est est le seul qui restera debout après la première bonne tempête de neige, plaisanta Lyle Curtis. Ah, va te faire voir, Curtis, rit John. Les deux entreprises participaient aussi au pique-nique du 4 juillet au Jordan Air Park, s'affrontant en barbecue, softball et jeux de fer à cheval, avant de regarder ensemble le feu d'artifice. Mike était intrigué, mais pas inquiet, en voyant le SUV de John Pierry devant chez lui, facile à reconnaître grâce à la plaque « Pierry 1 ». Mike se gara dans le garage et entra chez lui. « Et Rhonda, qu'est-ce que John Pierry fait ici » appela Mike. « Salon » répondit Rhonda d'une voix forte. Mike entra dans le salon, s'attendant à serrer la main de John, mais la scène le figea. Rhonda et John étaient assis sur le petit canapé, Rhonda semblait mal à l'aise tandis que John arborait un air satisfait. Michel et Mickey étaient sur le grand canapé, tout excités. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Mike. « Mike, il n'y a pas de façon facile de dire ça, marmonna Rhonda en évitant son regard. « Alors crache le morceau, exigea Mike. « Et, il a eu une piscine, interrompit Michel. « Et un bateau, ajouta Mickey. Il a dit qu'il m'emmènerait au lac Merrill. Et, Mike, commença John. Ne dis pas un mot de plus, coupa Mike. Mike, ne rends pas ça plus difficile, claqua Rhonda. Ah, c'est moi le problème maintenant, répliqua Mike, sarcastique. Pas la peine de, essaya encore John. J'ai dit, pas un mot de plus, sale serpent, grogna Mike. John se leva et Mike le repoussa. Mike, ne t'avise pas de, hurla Rhonda. Je pensais que tu serais un homme, grogna John. Quelle partie de, pas un mot de plus, ne comprends-tu pas, répliqua Mike en lui assénant un revers. Il faillit sourire devant les railleries de John, presque, mais sa famille était en train de s'écrouler. Sa fille préférait une piscine plutôt que son père, et son fils préférait les sorties pêche en bateau. La dernière fois que Mike avait emmené Michel à la piscine du Inca, elle avait passé tout son temps à se pavaner devant des garçons sans vraiment nager. Quand il avait emmené Mickey au lac Merrill pour pêcher depuis la berge, Mike finissait toujours par tout faire lui-même. Après que Rhonda, les enfants et John furent partis, Mike s'assit à la table de la cuisine avec une course et lut la requête de divorce. Rhonda demandait la garde principale et $400 par mois par enfant, plus la moitié des frais médicaux et d'éducation. Le repas au micro-ondes n'avait aucun goût, mais Mike savait qu'il devait manger un peu pour absorber la bière qu'il boirait ce soir-là. Il but 2 bières et demie et décida de ne pas se saouler, il devait aller travailler le lendemain. Femme ou pas, enfant ou pas, et Rhonda ne valait pas la peine de se réveiller avec la gueule de bois. Rhonda avait 18 ans quand Mike l'avait rencontrée pour la première fois dans un magasin de pièces automobiles, avec des dents du bonheur et la poitrine plate. Elle marmonnait toute seule en essayant de choisir une batterie pour sa Nissan. « Il y a un tableau juste ici », indiqua Mike à voix basse. « Ouais, je vois, mais ma voiture n'est pas dessus », répliqua sèchement Rhonda. « Et Tweedledum, là-bas, est trop occupé à rester sur son gros derrière pour m'aider. »« Quel genre de voiture as-tu » demanda Mike. Il trouva la batterie dont elle avait besoin et se proposa même de l'installer. Tweedledum lança un regard noir en encaissant l'achat. « Alors, où est la voiture » demanda Mike en portant la lourde batterie dehors. 17th et Jackson, répondit Rhonda, l'air amer. J'ai dû venir à pied. Mike la conduisit dans sa Ford F-250 jusqu'au complexe d'appartements et installa la batterie. Le père de Rhonda, Bud Livingston, sortit et discuta avec Mike. Bud découvrit que Mike avait 24 ans, qu'il travaillait chez Curtis Construction, qu'il était un peu mécano et qu'il appréciait la course. « Fiston, si tu sors avec ma fille, tu ferais mieux d'économiser chaque centime, plaisanta Bud. Cette fille n'a jamais vu un truc qui brille sans le vouloir. Papa. Souffla Rhonda, lançant un regard à Mike. Mike avait les cheveux blonds cendrés, un visage viril et des yeux bleus clairs.
Sa carrure musclée et sa peau bronzée montraient qu'il travaillait dur en extérieur. Si Rhonda n'avait pas été aussi énervée quand ils s'étaient rencontrés, elle aurait probablement essayé de le séduire. Mais, alors qu'elle rassemblait son courage, son père était arrivé. Quelques jours plus tard, Tweedledum appela Mike. « Hé, Mike, tu te rappelles la fille râleuse avec la batterie ? Elle veut ton numéro. Je lui donne ? » « Ouais, sûr, » répondit Mike. Mike découvrit vite que Bud avait raison, Rhonda devait toujours avoir plus de tout. Quand Mike vint la chercher pour leur deuxième rendez-vous, Bud montra à Mike le placard débordant de Rhonda, chaussures, bottes et 6 paires de tongs. « Et, Rhonda, ça fait une pour chaque orteil, » plaisanta Bud. Au deuxième rendez-vous, Mike découvrit aussi que Rhonda adorait faire l'amour. La grossesse la rendait radieuse, et quand elle donna naissance à Michel, elle avait éclos. Elle persuada Mike qu'elle avait besoin d'un appareil dentaire, croyant que cela lui vaudrait plus d'attention et de cadeaux. Juste après que l'appareil fut retiré, révélant un magnifique sourire, ils découvrirent qu'elle était à nouveau enceinte. « Sérieux ? Je viens à peine de rentrer dans du 4, et je suis encore enceinte ? » s'égosilla Rhonda. « Mike, tu vas faire une vasectomie. »« Personne ne touchera, Big Mike, » répondit calmement Mike en berçant sa fille qui s'assoupissait. La maternité réduisit toutefois certaines des exigences de Rhonda. Elle apprit que ses envies devaient passer après les besoins de ses enfants. Maintenant, assis à sa table de cuisine, Mike vida sa 3e bière et décida de demander à Lyle de lui recommander un bon avocat. Il était d'accord avec la plupart des demandes de Rhonda, mais se demandait comment elle paierait sa part des dépenses, probablement avec l'aide de John Pierry. Cependant, la demande de Rhonda concernant la moitié de sa retraite et la valeur de la maison était injuste, puisqu'elle n'y avait pas contribué. Quand Mike parla à Lyle Curtis de son besoin d'un avocat, le visage de Lyle devint tout rouge. « Ce serpent !»« Exactement ce que je l'ai traité, » approuva Mike. « Si seulement j'avais dit quelque chose, » grommela Lyle en fouillant dans son portefeuille. « J'ai vu John tourner autour de Rhonda au pique-nique. Elle avait l'air trop familière avec lui. » Mike se rappelait la tenue que Rhonda portait ce jour-là, un chemisier noué et un short coupé très court. L'avocate Barbara Trenton écouta l'histoire de Mike, examina les reçus et relevés bancaires, et nota les dépenses de Rhonda. Elle apporta des modifications à la requête en divorce et faxa les documents révisés à l'avocat de Rhonda. « Nous devrons sans doute passer par la médiation, mais je dois dire, Monsieur Morrison, je suis surprise que vous ayez pu économiser quoi que ce soit, vu les sommes que dépensait votre femme, » confia Barbara à Mike. « Et elle n'a pas contribué d'un sou. »« Ouais, Ben, là il est un bon patron, » répondit Mike. H.M., sourit légèrement Barbara. Barbara avait raison, ils passèrent en médiation. Rhonda contesta la requête révisée, considérant l'argent et la maison comme à elle. Pendant ce temps, elle compliqua l'accès de Mike à ses enfants, lui disant avec suffisance qu'il aurait dû signer la requête originale. Lyle Curtis joua aussi un rôle, il ébruita la liaison de Rhonda avec John Pierry. Alors, les fournisseurs de matériaux refusèrent le crédit à Pierry Construction et les fonds de John diminuèrent. Sa banque retarda un prêt pour un nouveau lotissement, rendant John furieux. Les enfants de Mike étaient renfrognés lors de ses week-ends avec eux, parlant sans cesse des divertissements qu'ils avaient avec John et Rhonda. « On pourrait faire du ski nautique si on était avec maman et Monsieur John », lança Michel d'un ton méprisant, quand Mike leur proposa la piscine du 1K. « Ouais, papa, renchérit Mickey. J'ai même un bodyboard maintenant. » Quand John Pierry postula pour construire un nouvel immeuble de bureaux à Raquel Falls, le comité rejeta sa candidature à cause de sa vie personnelle. Lyle Curtis et Mike, eux, remportèrent l'appel d'offres. L'humeur de John s'assombrit encore lorsqu'un de ses peintres, Raymond Getty, lui annonça que son chèque de salaire avait été refusé. Ray travaillait pour John depuis ses débuts, et se retrouvait maintenant dans son bureau, nerveux. « Et, tu sais que j'ai besoin d'être payé. » Un propriétaire avait embauché John pour rénover un sous-sol, mais John n'avait plus de main-d'œuvre, car tous ses ouvriers étaient désormais chez Curtis. Il dut annuler le chantier. Brian White, l'avocat de Rhonda, réclama aussi son paiement. Quand Rhonda voulut utiliser ses cartes de crédit, elle découvrit que Mike les avait annulées. Son père Bud lui prêta de l'argent à contre-ségur et lui conseilla de s'excuser auprès de Mike pendant la médiation. Lors de la session, le médiateur, Michael Shift, passa en revue les requêtes et les relevés bancaires.
Il fronça les sourcils en entendant la remarque suffisante de Rhonda envers Mike au sujet des enfants. Alors, Madame Morrison, les enfants seraient des pions pour l'argent? Lâcha Michael, exaspéré. Ce n'est pas ça. Réagit Brian White. Mais Madame Morrison a des dépenses. Monsieur Morrison a aussi des dépenses et a toujours payé la pension, rétorqua Michael. Quant aux dépenses de Madame Morrison, elle devrait trouver un emploi. Un mois après la médiation, pour le 31e anniversaire de Mike, il appela Rhonda pour demander si les enfants pouvaient se joindre à lui pour fêter ça au Benny's Burger Bar. Votre père veut vous emmener au Benny's Burger Bar, c'est son anniversaire, lança Rhonda aux enfants. Mike fut bouleversé quand sa fille se plaignit. Je suis obligé? Mike, commença Rhonda, mais l'appel fut interrompu. Elle laissa un message essayant de paraître joyeuse, disant que les enfants avaient des projets et proposant plutôt le week-end suivant. Le vendredi après-midi, Rhonda attendit l'appel de Mike pour venir chercher les enfants. Michel était contrarié, préférant traîner avec son ami Kathleen Grady, et Mickey boudait. À 18h30, Rhonda appela le téléphone de Mike, mais le numéro n'était plus en service. Elle réessaya, sans succès. On est presque prêt, fit John en voyant Rhonda en tailleur sombre. Et nous, on est prêt, répondit Rhonda. Mike n'a pas récupéré les enfants. Appelle-le, cracha John, agacé. Bonne idée, John, son numéro ne fonctionne plus, siffla Rhonda. Tant mieux, il galère aussi, jubila John. Allez, les enfants, soupira Rhonda, enfilant ses talons. Prenez vos affaires, on vous déposera chez votre père. Je voulais prendre la Corvette, bouda John. Les clients ne verront même pas la voiture. John, laisse tomber, on va être en retard, protesta Rhonda, mais John, furieux, s'empara des clés de la Mercedes-Benz. Michel et Mickey prirent place en colère dans la voiture. Oh mon Dieu, s'exclama Rhonda en voyant un panneau, à vendre, devant la maison de Mike. Ils sont déjà là, bougonna John. John, on ne peut pas les laisser ici, Mike n'est pas là. Cria Rhonda. Si on foire ce rendez-vous à cause de tes gosses, siffla John en démarrant. Rhonda reçut un chèque de $800 le 3 du mois. Les chèques arrivaient toujours le 3, sauf si c'était un dimanche ou un jour férié, et alors ils arrivaient le 2. Mike avait bien entendu Michel se plaindre, « Je suis obligé », et Mickey demandait d'un ton renfrogné, « Pourquoi ?» avant de raccrocher. Mike s'était alors assis à la table et avait pleuré pour la première fois depuis la mort de sa mère. Rhonda avait emporté tout ce qui avait de la valeur. Le magasin de dépôt-vente avait pris la plupart des meubles, sauf le fauteuil inclinable et les matelas. Ils assuraient que les poupées, figurines et patins se vendraient vite. Lyle Curtis jura lorsqu'il apprit que Mike partait de Raquel Falls, dans le Colorado. Ils s'étreignirent, et certains ouvriers aussi, en voyant la caravane de voyage attelée à son pick-up. « Tu vas où » demandèrent-ils. « Au sud, probablement », haussa Mike en haussant les épaules. « J'en ai marre de geler l'hiver. » Barbara Trenton accepta de s'occuper de la vente de la maison. L'agent immobilier, après que Lyle eut fait repeindre et recarreler la maison, était confiant de la proposer à $160 000. Mike récupéra le jugement de divorce à Oak Cliff, au Texas. Pour fêter ça, il alla chez Tiana Jacks pour un burger de 225 grammes, des frites épicées et 2 bières bien fraîches. Il s'offrit même un lap dance de $50 par une rousse. Trouver du travail fut facile, Scanduro Construction l'engagea sur la recommandation enthousiaste de Lyle. Le salaire était bon et le travail stable, mais les soirées étaient longues dans sa caravane. Mike bossait de 7h à 15h ou 16h, restant parfois pour nettoyer le chantier. « Mike, rentre chez toi », lança un jour Gio Tanetti en fin d'après-midi. « Hein » fit Mike en continuant de balayer. « Ma femme fait un pain de viande et de la sauce rouge, viens manger », insista Gio. « Merci, mais je pense que je vais. Ça me blesse. » « Tu vas dire non au pain de viande de Catherine Marie » coupa Gio. « J'ai besoin d'une douche », répondit Mike. « Alors viens à 12117 Ferguson Drive », proposa Gio. La maison était grande, semblable à celle de Raquel Falls. En se garant, Mike ressentit un pincement au cœur. Catherine Marie Tanetti, une Canadienne française, était potelée et pâle, un contraste avec son mari, Gio, maigre et de peau foncée. Ils se frôlaient toujours, une main sur l'épaule, un petit geste affectueux.
Gio s'assit en bout de table, Catherine Marie à sa droite, leur fille de 20 ans, Tony, à sa gauche, puis leur fils Joey, 15 ans, et Cheryl, 17 ans. Le repas fut animé, à part la courte prière de Gio. Mike apprit que Joey jouait au football américain au lycée Saint-Peter and Paul, et que Cheryl, en dernière année à Sacré d'Ascent, prévoyait d'étudier le génie biosynthétique à l'Université de Louisiane. Ça doit lui venir de sa mère, pas de son vieux père, plaisanta Gio. Tony, tu es silencieuse, remarqua Catherine Marie. Je commence ma dernière année de fac pour devenir prof, marmonna Tony. Depuis la maternelle, elle veut être enseignante, se vanta Gio. Il faut de bons profs, approuva Mike. Pourquoi tu veux devenir prof? Mademoiselle Davis était intelligente et nous parlait du monde au-delà du Texas, sourit Tony. Y a pas de monde en dehors du Texas, plaisanta Gio. Elle a menti. Gio, taisez-vous, plaisanta Tony. Elle disait que je devais le vouloir et être doué à l'école. J'ai été major de promo et toujours sur la liste du doyen. Elle le tient de sa mère, la coupa fièrement Gio. Pas de son vieux. Tony, pourquoi es-tu si calme? Demanda Catherine Marie. Mike pensa au rêve changeant de Michelle, skieuse olympique, médecin, météorologue. On a toujours besoin de bons profs, répéta Mike. Vous avez des enfants, monsieur Mike? Demanda Tony. J'en avais 2, répondit Mike, perdant son sourire. Je les ai perdus. Joey ricana, mais Tony le gifla. Un divorce, expliqua Mike, à voix basse. Après le dîner, Mike remercia tout le monde et étreignit Gio. Ça fait longtemps, reconnut Gio. Depuis que je me suis assis à une table en famille, compléta Mike. Le lendemain, Gio aboya ses ordres habituels. À 15 heures, il annonça la fin de la journée. Mike nettoya, espérant un autre dîner, mais Gio ne revint pas. Mike alla chez Tiana Jax pour un burger et une bière. Le vendredi, Gio distribua les chèques de paie et invita Mike au match de football de Joey. Mike encouragea Saint-Peter and Paul, malgré la défaite. Tony, en short en jean et maillot, resta près de Mike, le touchant souvent à la main, au bras ou à la cuisse. Le samedi, Mike acheta un gâteau aux fraises et arriva chez Gio à 18h. Cheryl l'accueillit, et Catherine Marie prit le gâteau en plaisantant qu'elle n'en avait pas besoin. Gio la taquina en l'enlaçant. Joey, on a un invité, fit Catherine Marie en riant. Ils font ça tout le temps, dit Tony en levant les yeux au ciel. C'est ce que font les couples mariés, sourit Mike. Tony rougit et sortit de la cuisine. Gio l'appela pour mettre la table. Et, je peux aider, proposa Mike. Tu es l'invité, répondit Gio. Non, je fais partie de la famille maintenant, sourit Mike. Où sont les assiettes? Tony rejoignit Mike pour dresser la table. Elle prit les couteaux et fourchettes, Mike pliait les serviettes en papier. Elle les plaça au-dessus des serviettes. Je te laisse prendre les verres et la glace, dit Mike. Et, monsieur Mike, lança Joey, on a été nul hier, hein? Je vous ai trouvé pas mal. Dommage que l'autre équipe soit venue pour gagner, sourit Mike. Ouais, Timmy Elmont, leur coureur, c'est une machine, reconnut Joey. Mike découvrit que la jambalaya de Catherine Marie était un mélange simple de poulet, porc, saucisse, riz, tomates andées, oignons et poivrons verts, relevés de Cayenne. Oh, t'as apporté un dessert, s'exclama Joey en voyant le gâteau aux fraises. Oui, mais moi je n'en ai pas besoin, plaisanta Catherine Marie. Parfait, plus pour moi. Se réjouit Joey. Il a beaucoup à apprendre sur les femmes, plaisanta Mike. Le dimanche fut long pour Mike. N'étant pas religieux, il ne voulait pas aller à l'église. Il essaya de faire la grasse matinée, mais finit par se lever, enfiler un short, un t-shirt et des baskets. Certains voisins du parc de caravane lui firent un signe, d'autres l'ignorèrent. Mike marcha jusqu'à Oxbow Lake, où il vit des gens qui, comme lui, fuyaient l'église et la télé. Il remarqua une blonde bronzée qui regardait autour d'elle, espérant attirer l'attention, sans succès. C'est exactement ce que je ressens, murmura Mike en voyant son expression de déception. Le lundi, Mike et Carlos terminèrent l'installation des plinthes pendant que les peintres appliquaient la sous-couche et que les électriciens travaillaient. Mike attrapa un balai. Et, Morrison, appela Gio. Tony veut savoir si tu viens dîner ce soir. Je suppose, répondit Mike, intrigué par le ton de Gio.
Elle n'a que 20 ans, la moitié de ton âge, lança Gio, brusque. Et, je n'ai rien fait, protesta Mike. Gio le fixa, puis se remit à hurler sur l'équipe du plaque-au-plâtre. Mike quitta le chantier, estimant que Carlos et son cousin pouvaient terminer. Tu es rentré tôt, remarqua Procio en levant les yeux d'un livre quand Mike arriva à la caravane. Ouais, marmonna Mike. J'ai un rendez-vous ? S'inquiéta Procio. Non, je me suis juste fait virer du chantier, répondit Mike. Procio lui demanda ce qui s'était passé, il lui raconta la tension, le fait que Gio pensait qu'il sortait avec sa fille. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? J'aurais pu demander à un ami de m'accompagner à mes rendez-vous, dit Procio. Mais je voulais Y emmener, admit Mike. Pourquoi ? Demanda Procio, le regardant dans les yeux. Parce que je suis amoureux de toi, avoua Mike. Et moi aussi je t'aime, Michael Arthur Morrison, murmura Procio, puis elle l'embrassa. Mike, désormais sans emploi, acheta davantage de maisons saisies, les rénova et continua à gagner de l'argent. Être son propre patron lui permettait d'accompagner Procio à ses rendez-vous médicaux et de l'emmener se promener. Un jour, ils allèrent au Hoggeshead, un restaurant barbecue qu'elle adorait, et tombèrent sur un ex à elle. Et, Procio, lança un costaud goguenard. Au salut Barry, répondit-elle, sans entrain. C'est ton vieux, ça ? Ricana Barry en essayant de s'asseoir près d'elle. Procio le repoussa de la main. Non, c'est mon fiancé, Michael Morrison. Quoi ? Se moqua Barry. Mon fiancé, répéta fermement Procio. Et, Allison, on y va, lâcha Barry avant de partir. Tu as dit fiancé ? Demanda Mike alors que la serveuse déposait leur plat de brisket. Tu ne savais pas ? Sourit Procio en mélangeant les sauces sur sa viande. Elle tendit un doigt enduit de sauce. Tu veux qu'on se marie ? Le jour après Noël, proposa-t-elle. Ça me laisse un mois pour trouver la bague parfaite, sourit Mike en lui léchant le doigt. Et moi, le temps d'enlever ce plâtre, plaisanta Procio. Et tu sais danser le two-step ? J'apprendrai, confirma Mike. Brandon Wright, de la paroisse Fellowship, célèbre leur mariage. La cérémonie était joyeuse et exubérante, à l'image de Brandon et de son amour de Dieu. Mike avait appris le two-step et le swing. La salle résonnait d'acclamations tandis que le DJ faisait danser tout le monde. Le Hoggeshead s'occupait du barbecue. Tony Tonetti félicita Mike et Procio, puis s'enferma dans les toilettes pour pleurer. Emmanuel Wright, le fils de Brandon, la consola. Voir les autres heureux, c'est parfois dur. Tony hocha la tête en s'essuyant les yeux. 9 mois et 2 jours après leur mariage, Mike et Procio étaient à l'hôpital Low Ridge pour la naissance de Bertrand, Michael et Russell. 17 mois plus tard, Tony et Emmanuel attendaient leur premier enfant, tandis que Procio donnait naissance à leur fille, Audrey. Dans le présent, la famille Morrison repartit à la ville de Mike pour se réconcilier avec ses enfants. J'arrive pas à y croire, grommela Mike en descendant de l'avion à Bennu, dans le Colorado. Et, le Texas en avait marre de ta vilaine tronche ? Plaisanta Lyle Curtis, son ancien patron, en lui faisant une accolade. Et, Lyle, qu'est-ce que tu fais là ? Rit Mike. Moins de cheveux, plus de ventre, et toi ? Rigola Lyle. Ça va, Lyle. Voici ma famille. Chérie, ne t'inquiète pas pour les preuves compromettantes qu'il pourrait avoir sur toi, se moqua Mike. Morrison, hein ? Releva Procio. Il croit que je te fais chanter, expliqua Mike. Vraiment ? S'amusa Procio. Je sais que t'as réservé une suite au Hilton, mais vous venez chez moi, trancha Lyle en s'emparant des valises. Monsieur Curtis, plaisanta Mike. Vous êtes sûr ? Monsieur Curtis ? S'amusa Lyle. Eh bien, c'est mon nom, fit Procio. Ça te va bien ? Répondit Lyle. Après leur installation, Mike et Procio occupèrent la chambre d'amis, Audrey et la fille de Lyle dans l'ancienne chambre de celle-ci, et les jumeaux sur le canapé lit. Mike prit une grande inspiration. Je vais voir les garçons, suggéra Procio. Ça te laisse un moment. Allô ? Répondit une voix de jeune femme sur un ton méfiant. Et, c'est ton père ? Fit Mike. Qui ça ? Oh, papa, lança Michel. Ouais. Écoute, on est en ville et on va au Benny's Burger Bar vers 6 heures.
On aimerait te voir là-bas. Ouais, pourquoi pas, ricana Michel. J'ai des tonnes de ces stupides cartes cadeaux, autant les utiliser. Super, conclut Mike en raccrochant. Procio leva les yeux du jeu vidéo auquel jouaient Bertrand et Russell, voyant Mike contrarié. Benny's Burger Bar, 18h, lâcha Mike. Et alors, demanda Procio d'une voix douce. Elle sonnait comme une sale gamine arrogante, comme à 13 ans, répondit Mike, amer. Quand j'attends le pire, je suis rarement déçu, fit Procio. Avec mes élèves de CP, certains sont adorables, d'autres pas faciles. Quand je lâche mes attentes, ça se passe parfois mieux. Je ne sais pas pourquoi je t'ai écouté, sourit Mike en voyant Bertrand dénicher un pot of gold dans le jeu. Parce que je t'ai promis une soirée spéciale, répondit Procio. C'est vrai, murmura Mike à son oreille. Oh, c'est sûr, sourit Procio, amusé, mais pas ici, ajouta-t-elle quand Mike l'a pris par la taille. À 18h, Mike fit entrer Audrey et Russell dans le restaurant, Procio et Bertrand juste derrière. Bertrand avait repéré une Porsche 911 sur le parking. Mike jeta un coup d'œil dans la salle, sentant la déception et la colère en ne voyant pas Michel. « Elle est là » chuchota Procio en lui prenant la main. « Non » grommela Mike. « Peut-être qu'elle est coincée dans les embouteillages. » Tenta Procio. « T'as vu des embouteillages, toi, à Raquel Falls » répliqua Mike, acerbe. « Bon, comment ça marche » demanda Procio pour changer de sujet. « D'abord, tu choisis la taille du burger, 110 grammes, 225 grammes ou 450 grammes, expliqua Mike. 20 kilos. S'exclama Audrey. Papa plaisante, ricana Procio. 450 grammes, c'est presque une livre. Ensuite, tu choisis bacon, fromage ou les deux, poursuivit Mike. Peut-on mettre la moitié en bacon et l'autre en fromage, demanda Russell. Alors là, tu commences à comprendre, fit Mike. Puis, quand le burger est prêt, vous allez au bar à garniture, plus de 40 choix, du roquefort, de la salsa, des jalapenos, des oignons frits. Des crottes de nez ? Plaisanta Bertrand. Bertrand. S'indigna Procio. Non, ça, c'est toi qui les apportes. Rétorqua Mike, ce qui fit rire Russell. La caissière sourit. On dirait que vous connaissez bien l'endroit. J'adorais ce restaurant, répondit Mike, un brin nostalgique. Michel arriva 20 minutes en retard. Elle hocha la tête vers Mike, passa un temps fou à commander et à garnir son burger. Salut, lâcha-t-elle en posant bruyamment son plateau. 5 mois de grossesse, demanda Mike, remarquant son ventre. Ouais, répondit Michel en enfournant un morceau de burger. Je suis à 2 mois, dit Procio pour établir un lien. Super, rétorqua Michel, pas du tout intéressé. Alors, ma chérie, on m'a dit que tu te mariais ce samedi, relança Mike en maîtrisant sa colère. Ouais, j'ai entendu dire que tu en avais rien à faire, répliqua Michel. En fait, je suis venu pour ça. Je voulais te voir, te présenter tes frères et ta sœur, proposa Mike. Super, marmonna Michel en avalant son soda. Moi, c'est Procio, se présenta sa belle-mère. Je suis sûr que tu le es, répondit Michel, sarcastique. C'est son prénom, répliqua Mike, serrant les dents. Procio Morrison. Voici Audrey, elle a 4 ans. J'ai 4 ans. Lança Audrey fièrement. Et les grands, c'est Bertrand et Russell, expliqua Mike. Les gars, voici votre grande sœur, Michel. Salut, fit Bertrand. J'ai 4 ans. Répéta Audrey. Salut, ajouta Russell. Michel soupira, repoussant son plateau. Alors, tu pensais que j'allais faire, oh papa, trop cool de te revoir, merci de nous avoir abandonnés. Pas de souci, hein ? Non, j'espérais que tu dirais, désolé, j'ai été égoïste, j'ai agi comme si passer du temps avec mon père était une corvée, mais j'ai grandi. J'imagine qu'on est tous les deux déçus, répliqua Mike, amer. Papa a dit un gros mot. Chuchota Audrey à Procio. Je sais, je vais lui pincer le nez tout à l'heure, promit Procio. Et je l'ai entendu, lança Audrey. Ne t'en fais pas pour lui, cracha Michel, poussant brutalement son plateau et renversant son soda. Viens pas à mon mariage, je ne veux pas de toi. Pas de problème,
répondit Mike en récupérant le plateau pour éviter que la boisson ne se répande partout. On déposera ton cadeau chez ta mère, proposa Prociou, en voyant Michel partir. Comme tu veux, vache, lança Michel en claquant la porte. Elle a dit, vache, s'écria Audrey, choquée. Et si tu répètes ça, tu seras puni, la prévint Prociou. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Benny's Burger Bar? Changea-t-elle de sujet quand ils sortirent. La prochaine fois, je prendrai plus de cornichons, répondit Bertrand. Et de la sauce barbecue, ajouta Russell. Mike sourit devant leur enthousiasme. Il échangea un regard complice avec Prociou près de la minivan. Après un détour pour de la glace, Mike déposa Prociou et les enfants, puis se rendit à l'adresse que lui avait donnée son avocate, Barbara. Il vérifia encore la localisation en arrivant devant un immeuble délabré. Yo, tu peux pas te garer là, c'est la place de mon pote, lança un ado de 15 ou 16 ans. Le panneau dit « Visiteur » et ton pote s'appelle pas « Visiteur », rétorqua Mike. File-moi $5, mec, proposa le gamin. Hors de question, et remonte ton pantalon, tu as l'air d'un idiot, grommela Mike. Il garda un œil sur les roues de la minivan en montant l'escalier. Il frappa fermement à la porte. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Beugla la voix de Rhonda. C'est Mike, j'apporte le cadeau de mariage de Michel, répondit Mike, observant toujours sa voiture. Ah, ta petite femme texane n'est pas avec toi? Ricana Rhonda en ouvrant la porte. Va te faire foutre, lâcha Mike en lui tendant le paquet. Tu pensais remplacer ta femme, mais tu supportes pas que moi je l'ai fait avant, nargua Rhonda. Sacré échange, dis donc. Je crois que je vais garder la mienne, rétorqua Mike avec un sourire sarcastique. Puis il tourna les talons, ignorant ses insultes. Il descendit les escaliers et grimpa dans la minivan. Et, $1 et je la surveille, héla l'ado en ziotant le véhicule. Remonte ton pantalon, tu as l'air vraiment bête, rugit Mike en claquant la portière. Le gamin lui fit un doigt d'honneur. Mike fit vrombir le moteur, passa la première, le garçon, terrorisé, tomba sur le dos. Mike recula, amusé, et envoya un texto à Prociou pour lui dire qu'il rentrait. Papa t'a pris un double cornet trempé au chocolat, annonça Prociou quand Mike entra chez Scooter. Toi, je t'ai pris un gros baiser baveux, plaisanta Mike, l'embrassant bruyamment. Michael, arrête, pouffa Prociou, tandis que les enfants rigolaient. La rencontre entre Mike et Mickey se déroula à peine mieux. Le garçon de 17 ans, en centre de détention, restait silencieux, les yeux rivés sur la table de la salle d'entrevue. Merci pour les cartes cadeaux Benny's Burger Bar, lâcha finalement Mickey d'un ton amer. De rien, répondit calmement Mike. $10, c'est pas assez pour un menu, maugréa Mickey. Je sais, un burger de 110 grammes, des frites et une boisson, ça dépasse $14, confirma Mike. Alors pourquoi envoyer ces cartes de $10? S'énerva Mickey. Pour que tu paies un peu de ta poche, répondit Mike, souriant. Pourquoi t'es venu? Demanda Mickey. Pour voir s'il restait une part de ce gamin qui jouait les poissons avec moi quand il était petit. Tu te souviens cette truite arc-en-ciel de presque 3 kilos qu'on avait pêchée? Ta mère avait dit je la nettoie pas. Mais elle s'est bien régalée avec les filets. Comment t'as eu autant de filets? S'étonna Mickey. J'ai acheté 3 autres truites, plaisanta Mike. Une alarme annonça la fin du temps. La porte s'ouvrit. Papa. Appela Mickey, les larmes aux yeux, mais la porte se referma. Prociou tint sa promesse d'aider Mike à se rapprocher de ses enfants. Mike discuta même avec Barbara pour aider Mickey juridiquement, elle demanda $3000 d'honoraires et représenta Mickey au procès. Le garçon fut condamné à 2 ans de prison d'État, mais fut envoyé à Five Tribe, un centre de sécurité moyenne. Mike apprit qu'il était grand-père quand Michel donna naissance à Louise Charlotte Schron, un bébé de 1,4 kg qui ne vécut pas jusqu'à son premier anniversaire. Mike pleura sincèrement et envoya des condoléances à Michel et à son mari. 7 mois plus tard, Prociou mit au monde Olivia Nicole Morrison. Mike était fou de joie, mais ressentait une étrange douleur en tenant sa fille, sachant qu'il ne pourrait jamais serrer sa petite fille dans ses bras. 3 semaines après, un drame frappa, Prociou, en attendant Audrey devant l'école, fut percuté par un pick-up fou. Audrey vit tout. 3 heures plus tard, Prociou était sous respiration artificielle.
Mike, sous le choc, reçut l'appel qui bouleversa sa vie. Il se rendit à l'hôpital, détaché, serrant Audrey sans vraiment la sentir. Il la vit pleurer, mais n'arrivait pas à lui parler. Il ne sortit de son mutisme que quand le médecin lui dit enfin: « Monsieur Morrison, j'ai tout tenté. Elle est dans un endroit meilleur, maintenant. » Mike resta silencieux, comme figé dans le temps, jusqu'à ce qu'Audrey secoue sa main et demande: « On peut voir maman ?» Mike sut qu'il devait avoir la discussion la plus difficile de sa vie. On ne va peut-être plus revoir maman. Dieu lui a demandé de rester avec lui au ciel. Elle dort profondément et risque de ne pas se réveiller avant longtemps. Il ignorait si Audrey comprenait, mais elle répondit: « D'accord, qu'elle dorme. On doit rentrer, le bébé a besoin de manger. Ça fait longtemps sans maman. » 3 jours plus tard, Procyo reposait dans son cercueil, en robe de mariée. Mike posa la main sur sa poitrine, sentant l'absence de battement de cœur, et ne put retenir ses larmes. Il se maudit de ne jamais avoir suffisamment exprimé son amour. Il leva les yeux vers la croix et pria: « Juste un instant, rends-lui la vie pour que je lui dise combien je l'aime et que je sente son cœur battre une dernière fois. » Tout le monde prononça un éloge funèbre, puis Audrey, avec une feuille de papier à la main, s'avança. Mike, déjà au bord des larmes, alla se cacher dans les toilettes pour pleurer. Il entendait malgré tout la voix de sa fille résonner à travers le système de sonorisation. « Je m'appelle Audrey, j'ai 4 ans. Mon papa doit être aux toilettes, il n'aime pas qu'on le voie pleurer. Ma maman est la plus belle et la plus forte des femmes. Papa m'a dit que Dieu voulait qu'elle reste avec lui quelque temps. Je ne sais pas quand elle reviendra, mais je suis sûr qu'elle appréciera son séjour. Si maman me regarde depuis le ciel, je veux qu'elle sache que je l'aime et qu'elle va me manquer. Ma maman s'appelle Procyo et elle est très précieuse pour moi et pour mon papa. Ma petite sœur ne parle pas encore, mais je sais qu'elle aussi a besoin d'elle. Alors Dieu, s'il te plaît, renvoie-la nous bientôt. Merci à tous, ne pleurez pas trop, ma maman est avec Dieu. » Son discours fit pleurer toute l'assemblée. Mike accourut et la serra dans ses bras, laissant libre cours à ses sanglots. Audrey l'étreignit et chuchota: « Je suis là, papa. » Après les funérailles, ils rentrèrent chez eux. 2 ans plus tard, Mickey sortit de prison mais retomba vite dans ses travers. Après avoir consommé de la poudre avec une prostituée, ils trouvèrent la mort dans un accident de voiture qu'il avait provoqué. Mike assista aux funérailles, sans parler ni consoler Rhonda. Quand tout le monde fut parti, il déposa une fleur blanche sur la tombe de Mickey. Rhonda, derrière lui, dit: « Je suis désolé, Mike. Si j'avais su garder la famille unie, si je n'avais pas voulu toujours plus, je n'aurais pas détruit mon mari, ma famille, et maintenant notre fils. Je ne savais pas que mes actes démoliraient tout ça. » Mike ne dit rien et s'en alla. Il ne la revit qu'une seule fois, à ses propres funérailles, 10 ans plus tard. Michel lui remit une lettre de Rhonda. « Maman voulait que tu aies ça. » Mike glissa la lettre dans sa poche et la lut plus tard chez lui. Elle ne contenait que 3 mots. « Je suis désolé. » Sur la fin, elle cherchait le pardon de Mike. Il plia la lettre et la rangea dans un tiroir. Ce soir-là, il resta longtemps sur le porche, perdu dans ses pensées. Sa fille le rejoignit. « J'ai vu la lettre. Tu sais que je t'ai dit de ne pas lire mon courrier perso ? Je sais, mais je suis curieuse. Elle voulait juste ton pardon. Maintenant qu'elle est partie, ta rancune ne sert plus à rien contre elle. Tu parles comme ta mère, » sourit Mike. « Ça doit être dans mes gènes. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu la pardonnes, dis-le simplement à toi-même. Je l'ai pardonné le jour où j'ai épousé ta mère. Je ne lui ai jamais dit, et maintenant je ne peux plus. Pas besoin de le lui dire, dis-le toi à toi-même. » Cette nuit-là, Mike dormit profondément, étonné de voir à quel point une fille de 14 ans pouvait raisonner en adulte. 23 ans plus tard, il s'endormit pour toujours. Audrey prononça son éloge funèbre. « Je m'appelle Audrey. La dernière fois que j'ai fait un discours comme ça, j'avais 4 ans, pour les funérailles de ma mère. Ce jour-là, papa m'a dit que maman était au ciel, et qu'on la reverrait un jour. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que l'attente durerait toute une vie. Aujourd'hui, papa m'a devancé. Il est enfin avec celle qu'il aimait. Quand maman est morte, certains disaient qu'il deviendrait alcoolique, qu'il gâcherait sa vie. Mais il l'aimait trop pour ça.
il a continué de vivre, pour montrer à quel point il l'aimait. Il ne s'est jamais remarié, il n'a fréquenté personne. Pour lui, nous étions sa vie. Il a été à la fois père et mère pour nous. Il m'a tout appris, m'a emmené acheter ma robe de promo, m'a appris à cuisiner le poisson et à être un bon être humain. Il nous a permis de faire des études et d'avoir de bonnes vies. Les mots ne suffisent pas pour décrire sa gentillesse et son amour. J'espère qu'il retrouve sa Procio au ciel. Et papa, si tu nous regardes, on t'aime tous. On enterra Mike aux côtés de Procio. Tous ses enfants étaient présents, rassemblés près des tombes de ces deux êtres qui s'étaient aimés et qui, maintenant, reposaient ensemble pour toujours. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.